S'il n'en restait qu'une, capable de passer du journal télévisé au divertissement, du jeu au magazine politique, avec un rêve d'enfance chevillé au corps, celui de faire une télévision libre, à la fois irrévérencieuse et festive. S'il n'en restait qu'une, entre les soleils de Rome, de Paris et de Tunis, avec ce parfum d'Italie, mais aussi cet amour de la Tour Eiffel, avec cette détermination discrète qui lui permet d'aller droit devant à l'heure où tant d'autres s'arrêtent, ce serait Daniela Lombroso. Daniela, bonjour. Bonjour. Vous avez commencé votre parcours à l'heure où aucune femme n'était programmée en première partie de soirée à la télévision. 30 ans après, l'époque est au féminisme, à MeToo, au hashtag Balance ton porc. Que pourriez-vous dire de tout ce chemin parcouru ? Du chemin ou de ce qui se passe et de l'époque et de comment nous, on a vécu tous ces sujets. De votre chemin d'abord. Franchement, hier, je parlais avec une amie qui a mon âge et on se disait, mais c'est incroyable finalement, au regard de ce qui se passe aujourd'hui, de ce que me dit ma fille qui a 26 ans, des débats qu'on peut avoir, comme nous, alors qu'on était convaincus d'être complètement sur un pied d'égalité avec les hommes, parce que nos mères se sont battues. Moi, ma mère, quand j'étais toute petite, elle m'emmenait sur ses épaules aux manifs féministes. Donc nos mères se sont battues. Donc nous, on est arrivés à 15 ans avec la pilule, sans sida, en se disant, bon, ben voilà, on est libre, on est comme les hommes, on pensait pouvoir travailler comme les hommes. Et là, hier, on réalisait à quel point on n'avait été pas du tout sur un pied d'égalité, à quel point on avait été finalement complètement soumise et aussi presque complice du pouvoir masculin. Oui. Finalement, parce qu'on n'avait pas tellement le choix non plus. Ouais. Mais c'est-à-dire que si on voulait pouvoir travailler comme on l'a fait, cette amie avec qui je discutais, journaliste, elle a fait plein de choses toute sa vie, il fallait quand même rentrer dans ce cadre. C'est-à-dire le nombre de fois où on a ri aux blagues graveleuses qui passent plus du tout aujourd'hui, le nombre de fois où on a accepté que... voilà, des filles soient recrutées, par exemple, ou virées sur des critères qui n'étaient pas forcément des critères professionnels. Le nombre de fois où on a accepté... Moi, je me souviens même... Alors, quand même, je devais en être un tout petit peu consciente à l'époque, mais très peu. Parce que je me souviens d'une interview que j'avais donnée il y a vraiment très longtemps, à mes débuts, où je disais, et c'était vrai à l'époque... où je disais, moi, je refuse de me déguiser en homme pour faire mon métier. C'est-à-dire qu'à l'époque, il n'y avait que quelques femmes qui passaient. Quand je dis l'époque, c'est dans les années 80, enfin la deuxième partie des années 80. On pensait quand même être dans une liberté totale. Les seules femmes qu'il y avait à la télévision, c'était des journalistes, comme Christine O'Krent c'est ça. Anne Sinclair. Qui présentait Anne le journal de Sinclair 20 était quand même heures. très féminine, mais Oui. ce que je veux dire, c'est qu'elles étaient quand même obligées de prendre des codes très masculins. C'est vrai, il y avait quelque chose effectivement d'excessivement, peut-être même dirigiste. Il y avait peut-être quelque chose dans cette allure, dans cette manière de poser les choses. Il y avait de ça. Vous, c'est difficile de vous déguiser en homme quand même, Daniela Lombroso. Vous êtes la femme, il y a quelque chose d'extrêmement féminin chez vous. J'étais déjà dans une revendication en disant, voilà, je veux qu'on puisse être ce qu'on est. C'est pas tant la femme. Aujourd'hui, par exemple, le non-genré m'amuse, enfin, pas m'amuse, mais je comprends cette démarche aussi. C'est-à-dire, je veux qu'on puisse être ce qu'on est, en fait, et qu'on ne soit pas obligé d'adopter d'autres codes. Oui, voilà. Mais à cette époque, dans les années 80-90, vous avez joué aussi beaucoup de ça. Il y avait bien justement, ça fait partie de la complicité. Mais en tout cas, jouer certainement de la séduction, etc. Oui, même je suis presque choquée parfois quand je revois... j'ai fait Les Enfants de la télé, ils m'ont montré des images de certaines séquences de mes débuts où je me disais mais c'est trop, quoi, c'est bizarre, alors que, et en même temps je m'en rendais pas compte, parce que ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que je pense qu'il y a toute une période de la vie d'une jeune femme où elle ne se rend pas compte de l'image un peu sexuée qu'elle peut dégager, et c'est ça aussi toute la difficulté avec les sujets qu'on voit aujourd'hui, en particulier de consentement sur des filles très jeunes, autour de 12, 13, 14 ans, où en fait, les hommes qui en profitent les trouvent très sexualisées, et ce que je comprends, mais en même temps, elles n'en sont pas du tout conscientes. Alors là, je parle de filles très jeunes, moi, je n'avais pas cet âge-là, mais je n'étais pas quand même consciente de ce que je dégageais. En tout cas, quand je l'ai vu là, j'ai trouvé que c'était... Voilà, que ça m'échappait en tout cas.
Dans les années 80, vous avez été à l'origine de pas mal de choses, au fond. Il faut s'en souvenir. Avant Baffy, avant La Fesse, il y avait Daniela Lombroso qui parlait de la sexualité dans Super Sexy, dans des émissions de Pascal Brognaud. Vous avez été cet esprit canal avant la lettre. C'était avant Baffy, peut-être pas avant La Fesse. C'était un état d'esprit. C'était pendant La Fesse, les radios libres. C'était la mode, en fait. J'étais juste comme les gens de ma génération, simplement. Mais vous étiez une femme. Il y avait quand même quelque chose. C'était quelque chose qui nous permettait d'exister en étant un peu... en bougeant les lignes, en fait. C'était notre manière à nous de bouger les lignes à cette époque-là, et c'était là que ça se passait. Dans L'Oreiller en coin, sur France Inter. Pirate, de Bernard Boutier, sur TF1. Et puis... les années 90, pour vous, alors je reprenais un petit peu votre curriculum vitae, je le regardais et je constatais que d'une année à l'autre, vous avez présenté un jeu télévisé en 91 avec Georges Belair, et puis on vous retrouve l'année d'après présentatrice du journal de 13h. Vous avez installé un magazine culturel sur TF1, il faut quand même le faire, en 98, et puis après, il y a 4 émissions sur France 2, une arrivée en fanfare en 2001, vous faites partie... Justement, on parlait des hommes, des femmes, Jean-Luc Delarue, Arthur, Nagui, et puis Daniela Lombroso. Vous étiez la seule, finalement, autant des animateurs-producteurs, à avoir, vous n'étiez pas encore productrice, mais à avoir comme ça cette manière de vous imposer. Qu'est-ce que vous pouvez en dire de ce parcours avant les années 2000, où là, vraiment, il y a eu, je pense, une pérennité comme ça que vous avez installée, mais cette espèce comme ça d'éclectisme qu'on vous a permis d'avoir, c'est pas simple du tout, vous étiez presque la seule dans le divertissement. Permis d'avoir, je pense que je m'en suis vraiment pour le coup emparée, et que c'est la seule chose qui, en fait... Quand vous en parlez, on voit que finalement, c'est quelque chose qui est présent dans toute ma carrière et toute ma vie. C'est-à-dire que quand on peut dire « je suis passée du journalisme au divertissement », en fait, certainement. Mais il y a une chose à laquelle je n'ai jamais dérogé, c'est la volonté de rassembler. Et ça, je pense que vraiment, c'est ce qui m'a fait vivre de mon enfance à aujourd'hui. La volonté de rassembler, c'est-à-dire que je n'aime pas les clivages, en fait. J'aime bien que les gens puissent se comprendre. Et je pense que tout ça est très lié à mon parcours, à ma vie, à mon enfance, au fait que j'ai passé mon enfance dans plusieurs pays où j'ai dû m'adapter à chaque fois et où c'est vrai que quand on ne connaît pas l'autre, on peut en avoir peur ou s'en méfier ou l'agresser. Et quand on le connaît, finalement, on est tous les mêmes. On est tous faits de la même chose, de chair, de sang, d'amour, si possible, parfois de haine. Et il faut juste le comprendre. Et je pense que c'est ça qui a guidé mon parcours. C'est-à-dire que quand je suis passée... j'ai fait beaucoup d'interviews à LCI, c'était principalement... On en parlera, oui, bien sûr, LCI. C'est là où vous vous êtes d'ailleurs, LCI, c'est vraiment ces 7 ans, je crois, où vous vous êtes posé. Il y a vraiment eu un moment donné, comme ça, où vous avez pu peut-être prendre le temps aussi. Toutes ces interviews sur une chaîne câblée, c'était autre chose. Oui. Mais ma volonté à LCI, c'était quand même aussi de réunir, de rassembler, de faire découvrir toujours des univers. C'est-à-dire que je faisais des rencontres entre artistes d'univers différents. J'ai fait aussi sur Mezzo, une émission qui me ressemble beaucoup, qui s'appelle D'un air entendu. Et l'idée, c'était à chaque fois de faire se rencontrer une personnalité du monde de l'art lyrique, chanteur de musique, musicien, chef d'orchestre de musique classique, et une personnalité d'une autre discipline artistique. Et c'était extraordinaire les échanges qu'il pouvait y avoir, parfois entre des gens qui semblaient d'univers complètement différents, mais qui étaient dans la création et du coup qui avaient énormément à échanger, et on se rendait compte que c'était la même chose, en fait. Et c'est ça, moi, j'aime pas la hiérarchie des arts, j'aime pas qu'on dise que l'opéra, c'est plus chic que la variété, j'aime pas qu'on dise que le rap, c'est plus branché que la chanson. J'aime tout, j'écoute du rap et de la chanson, j'écoute de l'opéra, et en fait, il suffit d'écouter, de découvrir, de se laisser aller à ses émotions. Oui, ça, c'est facile à dire, Daniela, mais il n'y en a pas eu beaucoup de Daniela Lombroso à la télévision, de femmes de télévision, à cette époque, dans une époque effectivement très machiste, qui se sont autorisés d'une part, comme vous le disiez, c'est vous qui avez gagné vos galons, mais aussi qui ont été entendus. C'est-à-dire, vraiment, vous avez accompli quelque chose. Cette chose-là, de réunir des gens, de dépasser les clivages.
Ça, c'est vous, c'est pas quelqu'un d'autre. Oui, oui, bah, oui, bien sûr, je l'ai fait parce que j'étais portée par une envie intérieure très forte de le faire. Après, il y a eu des obstacles, évidemment, il y a eu des critiques, il y a eu beaucoup de gens qui n'ont pas compris ce que je faisais forcément, mais moi, je l'ai fait en accord avec moi-même et très heureuse de le faire. Alors, vous parliez à l'instant de cette jeunesse, de cette enfance à Abidjan, je pense, où vous avez été victime du racisme anti-blanc à un moment donné dans votre école. Il y a eu cet épisode de votre vie assez traumatisant, je crois, en fait, en tant que petite fille. Plusieurs choses, c'est-à-dire que je suis née en Tunisie. Je suis arrivée en France, j'avais 3 ans. Et mes parents sont italiens tous les deux. Et la langue maternelle qu'on pratiquait à la maison, donc la langue qu'on parlait à la maison, c'était l'italien quand j'étais petite. Mais en même temps, mes parents parlaient français puisqu'ils vivaient en Tunisie. Et quand ils ne voulaient pas qu'on les comprenne, ma sœur et moi, quand on était petites, ils parlaient français entre eux. Ce qui fait que j'avais entendu du français et que je comprenais le français. J'ai parlé très vite. En arrivant à 3 ans à Paris, évidemment, j'ai parlé très vite le français. Sauf que j'avais un accent italien. Et on habitait dans une résidence en banlieue. Et il y avait plein d'enfants qui jouaient ensemble dans le jardin de cette résidence. Et là, les enfants, ils me voyaient avec mon accent. Et c'était une période où il y avait beaucoup de femmes de ménage qui étaient d'origine espagnole. Il y avait une forte immigration espagnole. On oublie tout ça parce que les immigrations successives se sont intégrées. Mais il y avait un racisme terrible envers les Espagnols à l'époque. Et les enfants me disaient, on joue pas avec les filles des bonnes espagnoles. Donc ils voulaient pas jouer avec moi parce que j'étais, à leurs yeux, avec mon accent, une fille de bonne espagnole. Sauf que moi, j'avais 3 ans, je savais pas ce qu'était une espagnole, ni une bonne, puisqu'on n'en avait pas. Vous auriez voulu être une espagnole à cette époque? Je ne savais pas ce qu'ils me reprochaient, et c'était quand même assez compliqué. Puis très vite, j'ai réussi, on est devenus amis, je ne sais pas comment, par quel miracle. Et je me souviens, une amie que j'ai revue récemment me l'a rappelé, je ne m'en souvenais pas particulièrement moi, mais on jouait tous ensemble dans cette résidence et elle habitait ailleurs, dans un appartement qui ne faisait pas partie de la résidence. Et c'était la fille d'amis de mes parents. Et un jour, elle est venue jouer avec nous. Et moi, je l'ai emmenée jouer avec ses enfants avec qui j'étais finalement devenue amie. Et là, ils ont dit « Ah ben non, on ne joue pas avec elle parce qu'elle n'est pas de la résidence. » Et moi, je leur ai dit « Mais alors, si vous ne jouez pas avec elle, ben c'était beaucoup plus tard. Je devais pouvoir passer 3 ans avec eux, on était très amis. Je dis « Si vous ne jouez pas avec elle, je ne jouerai pas avec vous non plus. » Je suis allée avec elle. Et du coup, ils sont tous revenus. Et elle m'a rappelé ça récemment. Oui. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui me semble une évidence, en fait, pour moi. C'est que, voilà, il faut que... C'est en substance. Il ne faut pas qu'on exclue, quoi. En substance, il y avait cette chose-là. Il y a toujours eu cette chose-là, au fond. Il y a eu à la fois un rejet... Quand on regarde votre carrière, il y a eu un rejet, je pense au journal de 13h, cette motion de défiance que la rédaction voulait faire au moment où vous étiez sur le point d'accéder à ce poste. Je pense à des tas de choses. À la télévision, ça n'a jamais été simple pour vous. Il y a toujours eu des résistances, comme si finalement ce que vous décrivez là n'était absolument pas évident pour la plupart. Mais dans le même temps, il y a toujours cette réussite. Au fond, c'est un peu à cette image-là, dans la cour. Vous souffrez, vous êtes exclu. Et malgré tout, on reconnaît à un moment donné ce que vous êtes et on va dans votre direction finalement. Oui, parce qu'aujourd'hui, par exemple, le clivage dont vous parlez, vous avez connu ça il y a 15 ou 20 ans. Oui, mais aujourd'hui, par exemple, ce clivage journaliste-animateur, il existe plus. Il a disparu, du tout. Oui. Il n'y a plus cette hiérarchie. La télévision vous ressemble. Je ne sais pas si c'est une bonne chose quand on voit ce qu'est la télévision aujourd'hui. Je crois qu'il y a certains clivages qui ont sauté et c'est heureux. Oui, c'est heureux. Et cette télévision-là, justement, à partir des années 2000, j'ai le sentiment que la chanson va prendre le pas dans votre vie et qu'en même temps, la chanson, c'était votre enfance également. Marie-Cie Gilbert-Carpentier, vous connaissiez, vous avez toujours nourri cette passion pour la chanson française. Et on peut dire qu'à la fin de ce parcours tumultueux, vous avez retrouvé la chanson française avec la fête de la musique que vous avez animée plusieurs fois, mais également la fête de la chanson française. C'est ça, finalement, c'est un amour pérenne, un amour qui a duré toute votre vie et avec lequel vous renouez après avoir écumé toutes ces émissions?
Oui, enfin, ça fait partie de ma vie. La chanson, ça m'a beaucoup aidée dans des moments difficiles, justement. Parce que après, donc, être venu à Paris, on est parti donc en Côte d'Ivoire, on en parlait tout à l'heure. Et puis ensuite, on est revenu à Paris. Et c'était le moment de mon adolescence. C'était des moments assez durs où j'étais très seule et où vraiment la chanson, c'était essentiel pour moi. C'est-à-dire que c'était ma seule compagnie. Et les textes, j'aime beaucoup la poésie en fait aussi, vraiment énormément la poésie. Je lis encore des poésies aujourd'hui, je m'intéresse beaucoup même à la poésie actuelle, contemporaine. Quel poète? Beaucoup de poètes, mais en fait j'aime la poésie depuis mon enfance, ça me touchait, en fait les mots me touchent depuis l'école, quand j'étais à 8 ans, je me souviens que ma sœur m'avait offert une édition un petit peu jolie comme ça du livre de Victor Hugo, Les Contemplations. C'était mon cadeau d'anniversaire de ma sœur à 8 ans. Ah oui. Quand je dis ça à mes enfants aujourd'hui, enfin bon, encore ça va maintenant, ils sont grandis, mais à 8 ans, ils m'envoyaient quand même valser. C'est les mémoires de Maître Gims à 8 ans maintenant. C'est ça. Ouais. Donc c'est dire, et c'était mon plus beau cadeau, et je l'ai encore aujourd'hui. C'est-à-dire ce livre, je le vénère. Donc extrêmement romantique, extrêmement mélancolique. Oui, autour d'un deuil impossible. Il y a aussi le deuil dans les contemplations, il y a aussi l'enfance de Victor Hugo, il y a plusieurs choses, mais en fait j'aime les mots, j'aime les mots qui sonnent bien ensemble. C'est pour ça que j'aime aussi le rap, quand c'est bien fait. J'aime les mots qui sonnent bien ensemble, et dans la chanson c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il y a une musicalité des mots, même quand il n'y a pas de musique. Mais du coup, il peut y avoir aussi une sensibilité au texte, ce qui est quand même la première chose que j'ai. C'est pour ça que je ne suis pas tellement portée sur les musiques anglo-saxonnes que je comprenais mal quand j'étais plus jeune. Et donc la chanson, elle a toujours fait partie de ma vie. Donc ça n'a rien d'extraordinaire pour moi que d'avoir à un moment fait des émissions sur la chanson. J'en avais envie depuis toujours. En plus, j'ai découvert la télévision très tard parce que d'une part, je vivais en Côte d'Ivoire, d'autre part, mes parents ne voulaient pas de télé. Donc, quand j'ai eu la télé, je devais avoir 13-14 ans. Et il n'y avait pas justement les Carpentiers. J'ai découvert les Carpentiers adultes dans les archives. D'accord. Dans les archives, mais il y avait quand même Dalida qui chantait de l'amour, de l'amour. Oui, dans les émissions de Michel Drucker. Oui. Et vous chantiez... Non, mais de l'amour, c'était encore plus tôt. Et c'était quand j'étais en Côte d'Ivoire, je connaissais que la chanson. Je connaissais pas Dalida. D'accord. Ah oui, d'accord. Donc vous avez connu la chanson avant de la connaître. Je connaissais que la chanson. Je savais pas qui la chantait. Et donc voilà, j'ai découvert la télévision et les variétés à 14 ans. Après avoir eu quelques chansons françaises dans mon enfance, mais quand même plutôt des poésies finalement. J'ai dû avoir, je sais pas, peut-être une quinzaine de disques, 45 tours, une seule chanson, quoi. Enfin, ou 2 ou 4, suivant s'ils étaient doubles, mais dans toute ma vie jusqu'à mes 13 ans. Et donc vous vous êtes bien rattrapée après. Et donc je me suis bien rattrapée après. À partir de 2005, donc cette fête de la chanson française que vous produisez, vous êtes devenue productrice d'une émission phare du service public, avec des tas de lieux différents, avec des tas d'interprètes, aussi bien Charles Aznavour que Benabar, qui recoupe aussi le rap, qui recoupe aussi tout ce champ très large de la variété française et de la chanson française plus exactement. Qu'est-ce que vous pouvez en dire de cette émission? Après Shabada, après l'arrêt de Shabada en 2013, c'est vraiment votre bébé. Ce que je peux dire de cette émission, c'est d'une part qu'elle rencontre du public, donc ça me fait plaisir parce que encore un succès d'ailleurs la semaine dernière. Encore un succès, mais surtout ça veut dire c'est pas tant l'émission, on travaille, on fait de notre mieux, on essaye au mieux de faire une émission qui plaise aux gens, mais ce qui me plaît dans ce moment-là, c'est justement de me dire je suis pas la seule à aimer la chanson finalement, je suis pas la seule, il y a plein de gens qui aiment la chanson française, il y a plein de gens que ça touche, il y a plein de gens vous en doutiez dont ça accompagne la vie. Moi personnellement, j'en doutais pas tant que ça, et encore, j'ai pas beaucoup de certitudes. Mais les médias, les journalistes, les chaînes en doutent énormément. Il y a quasiment plus d'émissions autour de la chanson, vous le voyez bien. Donc ça veut dire que la plupart des gens qui décident pensent que ça ne peut pas marcher. Oui, la variété comme elle était... avant. Mais là, je pense que dans la fête de la chanson française, il y a aussi quelque chose peut-être de plus ponctuel, de plus festif, de plus esthétique aussi qu'une émission de variété si vous regardez Shabada, régulière. Qui était quand même hebdomadaire, Shabada, oui.
Ça marchait très très bien. Donc, et les gens la réclament beaucoup encore. Moi, à chaque fois qu'on fait une émission, on a plein de messages, de tweets, de messages sur Insta et tout ça qui disent voilà, on aimerait revoir Shabada. Donc en fait, même si c'est pas événementiel, même si c'est pas qu'une fois de temps en temps, comme la fête de la chanson française, qui est effectivement un gros prime où le travail fait qu'on ne peut pas en faire énormément dans l'année, mais on peut quand même en faire plusieurs dans l'année. Mais du coup, même régulièrement, les gens aimaient ça. Enfin, après, ça touche 1,5 million de personnes sur 60 millions de Français. C'est peut-être pas énorme, mais c'est beaucoup par rapport à ce qu'on attend des audiences de la télévision. Alors Daniela, vous parliez de contemplation de Victor Hugo, de celle que vous étiez à 8 ans et qui était en quête de culture et de beauté, de poésie. L'avenir à la télévision, est-ce que ça ne peut pas être justement un magazine plus confidentiel qui va à la rencontre des âmes et qui va tout en profondeur et en nuance? J'aimerais bien aujourd'hui revenir. Pendant 7 ans, j'ai fait sur LCI quand même des émissions où, comme vous le disiez, on prenait le temps, où les interviews étaient au-delà d'un stade simplement superficiel, qui est généralement celui de l'interview. Vous déconstruisiez comme ça un peu le parcours de l'invité. Donc ça me plaisait énormément. En même temps, quand j'ai arrêté, c'est aussi parce que je ne voulais plus le faire, parce que je l'avais fait pendant 7 ans. Et j'avais l'impression un peu de recevoir toujours les mêmes personnalités, même si j'allais quand même très souvent chercher des artistes qu'on ne voyait pas partout. Mais malgré tout, il y avait toujours, une fois par an... je sais pas, les artistes qui sont très présents, quoi. Et donc, j'avais l'impression de plus avoir ma fraîcheur, en fait, par rapport à ça. Et donc, j'avais plus envie de le faire. Aujourd'hui, j'ai de nouveau envie, parce que je lis des livres et je vois quelques interviews. Il n'y a plus d'émissions vraiment culturelles à la télévision. Il y a des émissions quotidiennes très intéressantes qui abordent des sujets culturels, comme C'est à vous, que j'aime beaucoup, Quotidien, que j'aime beaucoup aussi. Il y a l'émission de Claire Chazal. Qui est intéressante aussi, mais qui aussi feuillette un petit peu. Et puis il y a l'émission de François Bunel que j'aime bien, mais qui est consacrée uniquement à la littérature. En dehors de ça, il n'y a plus ce qu'on avait quand même un peu plus, j'ai l'impression. On vous a quand même proposé en 2000 de prendre le relais de Bernard Pivot. On a proposé de succéder à Bernard Pivot, après. Oui, c'est Bernard Pivot lui-même d'ailleurs qui avait eu cette idée. Je ne sais pas, je ne crois pas. Enfin, c'était Michel Cotta en tout cas qui me l'avait proposé, qui était la directrice d'Antenne 2 à l'époque, ou France 2, je ne sais plus ce que c'était. Et effectivement, on m'avait proposé ça. Je n'ai pas eu le courage de le faire, j'ai eu peur. Après Bernard Pivot. Oui. Justement, ça c'est le côté féminin de ne pas se sentir légitime en fait tout le temps. Il y a quand même un problème de légitimité, enfin en tout cas dans cette génération. Oui. Il y en avait, il y a plus heureusement j'ai l'impression chez mes filles, mais à cette époque-là on avait quand même un vrai problème de légitimité. On était légitime nulle part et je ne me sentais pas du coup légitime de succéder à Bernard Pivot. Mais pour finir sur les émissions d'aujourd'hui, du coup aujourd'hui c'est vrai que quand je vois ça, souvent je trouve... Si j'ai lu un livre et que je vois l'interview, je me dis mince, mais pourquoi ils ne demandent pas ça? Pourquoi il n'y a pas ça? Et là, c'est là que l'envie renaît, en fait. Là, voilà. De créer quelque chose de nouveau, quelque chose que vous n'avez pas déjà vécu. Et puis différent par rapport à ce qui se fait. Une nouvelle Daniela Lombroso, alors, en 2021? Non, je ne pense pas. Je pense que je suis toujours la même avec l'expérience qui change, l'âge qui change. À l'antenne, mais je pense que je suis toujours la même. Quelque chose pour vous surprendre, qu'est-ce qu'on pourrait après avoir tout fait, après avoir fait tout ça, c'est difficile peut-être de trouver quelque chose de différent qui puisse justement vous donner l'envie. Je sais que l'envie de Johnny Hallyday est une de vos chansons favorites. Non, c'est pas une de mes chansons favorites. Non. C'est une chanson qui est très bien. Qui est très bien pour ouvrir une émission de variété, par exemple, parce qu'elle apporte une espèce d'énergie et qu'elle est forte. D'accord. Mais ça fait pas partie des chansons que j'écoute, moi, Quelle est la sur chanson ma que vous aimez alors le plus, vous, Daniela Lombroso, Dans l'ombre? Je peux pas citer une chanson. Il y a trop de chansons que j'aime. Mais moi, j'aime bien les chansons un peu déprimantes, quand même. Oui, avec le temps de vous Ferré. J'écoute pas tant de vieilles chansons, finalement, en fait. Ouais. Là, par exemple, ce que j'écoutais beaucoup, c'est Comment est ta peine de Benjamin Biolay. Elle est très belle, oui. Voilà, ça, j'adore. C'est Le Monde enfin, je crois que ça s'appelle La fièvre, le vrai titre de Julien Doré.
que j'aime beaucoup. Il y a une chanson de Pomme dont j'ai oublié le titre, mais que j'écoute en boucle. Enfin voilà, j'écoute plutôt des chansons qui sont dans la lignée de ces artistes dont vous parlez, quoi, mais qui sont plus d'aujourd'hui. Oui, la nouvelle chanson française. Ouais, voilà. Oui, dans laquelle vous vous reconnaissez. Oui, complètement. Merci beaucoup, Daniela Lombroso, d'avoir été l'invitée de Fais voir la bête. Eh ben, merci beaucoup.